Hamon-Mélenchon, union impossible. Avant de recevoir Mathieu Hanotin, le directeur de campagne de Benoît Hamon, et Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, regardez les échanges d'amabilité, les noms d'oiseaux que se sont envoyés les deux camps ces derniers jours. Magnéto. Je ne courrai pas après Jean-Luc Mélenchon, je ne cours après personne, je n'oblige personne. Aujourd'hui, je suis le mieux placé pour faire gagner la gauche. Qu'est-ce qu'on me demande? Pas une candidature unique, c'est pas ça qui est proposé, il ne faut pas faire semblant. Mais quand bien même en faudrait-il une, laquelle? Je propose la mienne. Si on fait du covoiturage et qu'on décide que l'on conduit, la couleur des sièges et que les autres descendent au premier feu, ça marche rarement le covoiturage dans ces conditions-là. Maintenant, ça suffit. Benoît Hamon fait des propositions, on les prend ou on les rejette. Mais on évite de faire un feuilleton avec Mélenchon et d'autres. Voici Mathieu Hanotin et Alexis Corbière. Bonsoir, messieurs. Oh, cette petite musique qui nous met tout de suite dans l'ambiance du duel. Bonsoir. Ah, vous saluez, vous faites l'homme politique. Non, il n'y a pas de couple dans cette émission, monsieur Corbière. Si vous aviez l'amabilité de vous asseoir. Je suis désolé. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Merci d'être là. Alors, écoutez, je suis une femme, comme vous pouvez le constater, et avant de passer la parole aux garçons pour des choses sans doute très intelligentes, j'ai quand même une petite question. Pardon, mais de loin, on a l'impression d'être dans une cour d'école maternelle. On dirait que vous êtes en train de façonner votre propre échec et la disqualification de votre camp dès le premier tour. Ma question est simple, est-ce que vous avez envie de gagner? Écoutez, moi, si je peux vous dire un mot là-dessus d'abord. Le rassemblement, probablement, c'est une chose sérieuse. Mais avant que ça soit le rassemblement des acteurs politiques, des candidats, pour moi, c'est avant tout une dynamique citoyenne qui doit se créer. Et elle ne peut se créer, et c'est peut-être ça justement qui fait la différence avec ce qu'on a pu connaître dans le passé, qu'autour d'un projet. Autour d'un projet clair, assumé. Et ça, c'est une vraie demande de nos compatriotes d'avoir des idées. Voilà, soit on peut être d'accord, pas d'accord, mais d'éviter ce truc qui ressemble à finalement où on échange des lignes dans un programme contre des circonscriptions d'un côté. Et ces accords de tambouille qui ont pu exister par le passé, Benoît Hamon, pour le coup, les a clairement évacués, a dit que ça ne serait pas ça. Lui, il a une position qui est assez simple, qui est de dire, écoutez, moi je veux tracer la vision, ce qu'il a appelé d'un futur désirable, qui est une perspective qui l'oppose assez clairement avec la vision que je qualifierais de Trump-Le Pen, pour dire les choses rapidement. Tous ceux qui veulent monter dans le bateau sont les bienvenus, et la construction de ce futur désirable, c'est aujourd'hui pendant la campagne, et ça sera aussi demain au gouvernement. Qui tiennent la barre du bateau en question. Bien sûr. Ah oui, mais là c'est un remake d'un fauteuil pour deux, Alexis Corbière. C'est une proposition qu'il fait. Et après, encore une fois, il a dit, moi je veux faire les choses avec ceux qui en ont envie. Tous ceux qui n'en ont pas envie ne sont pas obligés de monter dans le bateau. Alexis Corbière. Non mais les faits sont têtus, comme disait quelqu'un. Moi, je veux bien tout ça, mais il y a une situation qui est très concrète. Parce que c'est important, et même je vous invite à suivre les événements. Il y a 3 semaines... Non, et précisément, c'est pas exactement ce que vous faites. Il y a 3 semaines, Benoît Hamon est élu, en disant, dès demain, je prends des contacts avec Jean-Luc Mélenchon. Il est élu en disant à ceux qui votent pour lui, moi, je tourne la page Valls. Je pense que c'est là qu'elle vient l'énergie, d'ailleurs, qui le porte. Moi, j'ai appelé ça une forme de dégagisme aujourd'hui. D'abord, les gens qui viennent voter dans cette primaire, parce qu'ils veulent en finir avec ce quinquennat. Et il apparaît comme étant d'ailleurs le moins connu un peu de la bande, le moins comptable du quinquennat, comme étant celui qui va changer. Il dit, dès demain, je vais discuter avec Jean-Luc Mélenchon. C'est fondamental pour beaucoup de gens. C'est inédit depuis 5 ans. Parce qu'il y a une chose, les références historiques, je veux bien, mais il ne faut pas réfléchir avec des vieux logiciels. Aujourd'hui, c'est le Parti socialiste qui dirige ce pays. Donc il faut envoyer des signes forts pour qu'on puisse imaginer que quelqu'un comme moi, comme Jean-Luc Mélenchon, se mette à discuter. 3 semaines plus tard, aucun signe. Qu'est-ce que nous faisons avec Jean-Luc Mélenchon? Mercredi dernier, voilà. Nous disons, bon, ça devient un sketch, parce que je ne peux plus mettre les pieds sur un plateau télé, Mélenchon pareil. On vous dit, puis comme parfois un peu, c'est la version de Mathieu Hanotin qui l'emporte, vous refusez la main tendue de Benoît Hamon, on dit, mais pour l'instant, il n'y a rien. On se connaît tous les deux, il ne m'a pas appelé, je tiens à le dire, alors qu'il peut m'appeler pour d'autres choses. Et Benoît Hamon, pareil. C'est peut-être une main tendue pour mettre une baffe aussi. Attendez, mais vous faites un procès d'intention. Donc, on dit, on va donner rendez-vous. Et on écrit une lettre. Et d'un seul coup, 48 heures après avoir écrit une lettre, ou en plus, parce que Jean-Luc dit, maintenant parlons-nous, il y a un contact se fait entre les deux, Benoît Hamon retrouve le numéro de Jean-Luc Mélenchon, 48 heures plus tard, plus de son, plus d'image. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, a dit, les conditions
de Mélenchon, pas question, nous faisons une lettre. Et le lendemain, le candidat socialiste dit il y a trop de conditions, on prétexte d'un truc qui a été dit. Elles font aussi rupture avec le bilan du gouvernement, pas d'investiture. Donc vous demandez des têtes, vous demandez la tête de Valls et d'El Khomri. Attendez, alors là, je vais vous dire, vous êtes abrogation, loi travail, CICE de l'état d'urgence permanent, la sortie de l'OTAN, le changement de constitution. Non mais moi je liste simplement vos demandes. Vous avez dit vous demandez des têtes. Moi, un peu, non? Non. Pas d'investiture aux législatives. Attendez, mais c'est la moindre des choses. Attendez, on va pas arrêtons de prendre les Français pour des gogos. C'est la moindre des choses que quand quelqu'un me dit je veux changer de politique et qu'après il dit je vais reconduire les mêmes députés, que je lui dis mais est-ce que c'est crédible qu'on va avoir une majorité avec les mêmes députés pour changer de politique? Alors moi attendez, je termine ma démonstration. Cette lettre elle est là. Hier, j'ai entendu que Benoît Hamon ne voulait même pas y répondre à notre lettre. C'est la moindre des choses en politique un peu qu'on s'écrit. Ceux qui ont de la mémoire savent que dans les années 70, quand des partis se sont rassemblés, ça a été quand même sur la base de programmes et de discussions. À ce stade, nous, on a un programme, les autres n'en ont pas. Donc, je m'adresse à Mathieu Hanotin et je lui dis la lettre, elle est là. Est-ce que tu vas y répondre? Alors, justement, non, mais c'est très concret. Est-ce que vous allez répondre à cette lettre? C'est très concret et je vais te répondre. Et, cher Alexis, on n'est pas dans cette dynamique-là. Enfin, moi, je veux dire, franchement, tout ce que tu viens de dire, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, moi, là, je veux bien travailler, et Benoît le souhaite aussi, avec tous ceux qui en ont envie. Mais la première chose qu'il faut montrer quand on veut envisager de se marier, de faire un bout de chemin ensemble, c'est cette question de l'envie. Je suis désolé. Je fais une lettre, pas meilleure envie. Non, mais, si je veux sortir avec une fille, je lui écris une lettre d'amour, c'est une demande d'envie. C'est mieux que de pas du tout l'appeler. Donc, tu ne réponds même pas à mes lettres, mais tu me dis. Je pense que ce débat... Non, mais là, c'est une blague. Le sketch continue. Le sketch ne continue pas. Le sketch ne continue pas parce que ce débat, il se fait sur la place publique. Voilà. Oui, bah là, c'est une émission de télé, on n'est pas... Non. Aujourd'hui, sur Paris Première. Hélas, le sketch continue. Mais non. Vous avez failli renverser la table. C'est moi. Seulement au sens politique. Alexis Corbière. D'abord, Alexis Corbière, vous dites que les faits sont têtus. Moi, j'ai gardé souvenir quand même de votre réaction, ce qui m'avait vraiment frappé au soir du premier tour de la présidentielle socialiste. Vous aviez tenu des propos extrêmement agressifs en disant « Ah, vraiment, à mon non-événement, etc. » Donc, déjà, la dynamique, elle n'était pas bien partie à l'époque. Ensuite, moi, je vous écoute. En effet, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Non, mais à l'époque, énième épisode de ce sketch. Mais dites-vous bien une chose, c'est que les électeurs qui seraient tentés de voter à gauche, eux, ils voient que vous êtes en train de rater une opportunité historique. Non, vous n'avez pas compris. Parce que si vous l'aviez compris, vous n'agiriez pas comme ça. Il y a une chance historique et pour tout dire inespérée qu'une gauche, vraiment de gauche, accède à l'Élysée. Vous pouvez le faire ensemble, vous ne voulez pas le faire. Vous voulez perdre séparément. Mais pourquoi vous... Non, mais attendez, vous renvoyez tout le monde dos à dos. Donc je peux répéter 20 fois que moi je fais une lettre avec de la politique, on ne me répond pas, vous allez me répondre. Mais vous pouvez faire d'autres trucs pour séduire une fille. Simplement parce que depuis que vous êtes là, on a abordé en effet les conditions, il ne faut pas qu'un tel ait l'investiture, mais vous n'avez pas parlé du programme encore. Je vous demande... Mais dans cette lettre, il y a quoi? Je vous demande... Il y a quoi dans cette lettre? Non mais Nolo, arrêtez, faites votre travail. Dans cette lettre, il y a quoi? Il y a du programme. Sur l'Europe, on fait quoi? Sur la 5e République, on fait quoi? Sur l'écologie, on fait quoi? Non mais faites votre boulot. Qu'on me dit, moi je veux du programme. Ça c'est de la politique. Et qu'on me dise... Est-ce qu'il y a un accord possible sur les points qui vous opposent? L'Europe, en effet. On discute. Moi, je veux la 6e République, etc. Ça me paraît les deux points essentiels. Est-ce qu'il y a possibilité ou est-ce qu'on discute pour rien? C'est tout ce que je veux savoir. Nolo, vous connaissez notre façon de discuter sérieusement en mettant des choses par écrit? Attendez. Alexis Corbière, si Hamon disait oui à tout, est-ce que Mélenchon se retirerait? Et une discussion et une autre dynamique changerait, oui, effectivement. Il y aurait un cadre nouveau. Maintenant, je ne vais pas vous piéger par cette question pour vous dire une chose. C'est que moi, je suis même prêt à en discuter. C'est pas une affaire de personne. Maintenant, je vais vous dire une chose. L'argument, ça peut pas être tel que le dit Benoît. Les sondages me mettent là, poussez-vous, parce que les sondages, ils ont été à une époque... C'est l'argument que vous utilisez il y a quelques semaines. Jamais. Je ne vous parle pas des sondages. Il pourrait se désister. C'est l'argument de Benoît qui dit aujourd'hui... Je ne vous parle pas, moi, des sondages. Est-ce qu'il pourrait se désister au profit de Benoît Hamon? Si on discuterait de quelle est la meilleure candidature pour symboliser une rupture avec ce qui a été fait depuis 2012. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Enfin, non, mais je veux dire, excusez-moi. Vous avez raison. Benoît Hamon veut être candidat et vous voulez les coups des franches et pas des gens qui vous écrivent. Vous voulez donner des circonscriptions. D'accord. Est-ce qu'on peut regarder et se dire les choses franchement? Je vous en prie, on gagnerait du temps. Allez-y. Mais si on dit les choses honnêtement et franchement, aujourd'hui, le seul qui peut espérer rassembler la gauche largement, c'est-à-dire grosso modo d'être un pont entre une partie qui va depuis l'électorat, d'une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a une petite partie quand même d'électorat de gauche dans Emmanuel Macron, elle est minoritaire aujourd'hui, mais c'est une réalité, qui va après jusqu'à l'électorat de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon. Donc le seul qui est en capacité de créer ce pont
pour faire converger ses aspirations, c'est Benoît Hamon. Attendez. Attends. Zemmour, on n'a pas entendu Zemmour, c'est épouvantable. Je pense qu'il y a de nombreux Français qui le pensent, parce qu'il a cette position qui est effectivement plus centrale et que celle de Jean-Luc Mélenchon. Centrale ou centriste ? Non mais plus centrale, tout en étant et en ayant, ce qui est ça, le côté novateur, une position claire, assumée, où tout le monde se doute bien, personne ne doute qu'en votant pour Benoît Hamon, il votera à gauche demain. Si, des gens doutent. Faites une remarque qui dure moins d'1 minute 30, parce que c'est le temps qui nous reste. Allez-y. Ça va être compliqué. Bah oui. Le débat est... Non mais ça va être très compliqué, parce que moi je ne comprends pas cette discussion. D'abord, vous êtes beaucoup moins drôle que Georges Marchais dans ma jeunesse, qui disait « Liliane, fais tes bagages ». Ça c'est quand même beaucoup, c'était beaucoup plus Mais il rigolo. parlait pas de ça. Oui, j'avais bien compris. Mais c'était la même chose, c'était la discussion sur la négociation du programme commun que vous avez évoqué. Il y a quelque chose une différence. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous essayez de vous marier. Parce que de toute façon... Pour gagner. Non. Bah oui, pour gagner. D'abord, ils ne gagneront pas. Parce qu'il n'est pas dit... Il n'est pas dit que les électorats se marient. Ils ne sont pas propriétaires de leurs Il a raison. Il y a plus de chances quand même. Non. Si. Ils ne sont pas propriétaires de leurs électorats. Vous êtes d'accord au moins avec ça? Parfaitement. Deuxièmement, vous avez un désaccord. Vous avez un désaccord majeur et vous avez un désaccord mineur. Le désaccord majeur, c'est que Hamon nous refait le coup de Hollande en 2012, c'est-à-dire je veux une politique de gauche, mais sans casser l'euro. Mélenchon, au moins, a compris quelque chose depuis 5 ans, c'est l'exemple de Syriza, c'est-à-dire que si on ne sort pas de l'euro, on est condamné à subir l'ordo-libéralisme allemand. C'est pas les le coup de on va négocier avec les Allemands, mais vous nous l'avez fait en 2011. Mais vous nous l'avez fait le même coup en 2011. Nous, on croit dans l'Europe. C'est la discussion fondamentale. Non, mais je suis d'accord. Donc il n'y a pas d'accord sur le sujet. On est d'accord. Mais on a une différence majeure sur le sujet. Nous, on veut essayer de créer un nouvel arc d'alliance. C'est ce que j'appelle le coup de Hollande en 2012, et qui a foiré magnifiquement. Deuxième différence. Mais c'est pas parce qu'une bonne c'est pas parce qu'une bonne idée n'a pas réussi à être réalisée. C'est pas parce que, enfin, franchement, moi j'ai cru dans ce que Hollande a dit. Le problème, disons-le nous, c'est que une fois arrivé au pouvoir, et je fais d'autant plus tranquillement que j'ai voté contre. Et le TSCG n'a pas été renégocié. Mais Hollande, mais Hamon déjà a voté pour. Mais au nom de l'Europe, comme d'habitude. Donc je vous le dis. Mais vous referez la même chose. Mais non, nous ne refont pas la même chose. Mais Mathieu, vous êtes condamné à refaire la même chose, comme Syriza en Grèce. Non mais d'accord, laissez au moins. Mais on vient de le vivre. On vient de le vivre. Mais oui. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Pourquoi c'est pour ça qu'il faut des garanties. Pourquoi est-ce qu'on va au Portugal? Pourquoi est-ce qu'on commence à discuter justement avec aujourd'hui la gauche allemande autour de Martin Schulz, qui pour la première fois, excusez-moi, qui pour la première fois se pose la question, justement, de ne peut-être pas avoir comme seule perspective que la grande coalition et la reconduction de la grande coalition. Parce qu'on ne change pas un seul défaut. J'ai un seul défaut. Non. J'ai de la mémoire. Et la mémoire, ça me permet de dire que ce discours-là, au mot près, vous nous l'avez servi en 2011 et 2012. De ce qui s'est passé. Au mot près. Si vous avez de la mémoire, vous voyez aussi que des gens, pour le coup comme moi, comme d'autres qui sont autour de Benoît Hamon, ont justement toujours été clairs sur cette question depuis 2005. Depuis 2005, où nous avons mené la campagne du non-socialiste. Et d'ailleurs, on était ensemble à l'époque. Alexis Corbière, vous réagissez. Pardon, parce que le débat est passé vite. Mais ça, c'est fondamental. Voilà, ça m'embête parce que Zemmour, il m'irrite sur beaucoup de choses. Non, mais vous êtes d'accord, en fait. Non, mais la question de l'Europe, on va revivre. Vous posez le problème sur le caractère d'Hollande. Le problème n'est pas le caractère d'Hollande, c'est sa stratégie. Sa stratégie consiste à ne pas avoir ce que nous appelons le plan B. C'est-à-dire, nous disons clairement, nouveau rapport de force, effectivement, renégocier les traités, mettre fin unilatéralement, par exemple, avec la directive travailleurs détachés, dire on sort des traités et on va voir. Mais si ce n'est pas possible, et je crois que ce sera difficile, nous quittons et nous rompons avec cette Union européenne-là. Donc il n'y a pas d'accord possible. Moi, j'en discute gentiment avec un autre anecdote. C'est la question tout à l'heure. Mais non, il faut... Et donc c'est mort. Mais c'est bien que ça soit mort. Alors, c'est bien que ça soit mort. Bon, alors, attendez. Mais bien sûr, au moins c'est franc, au moins c'est loyal. Mais oui, mais tout le monde tout le monde, la civilisation. Je rêve d'une belle Europe. Mais là, c'est l'ordolibéralisme, ça a été dit. Je parle justement de Alors, on va en reparler. Mais Hollande a dit la même chose. Avant, on va égayer un peu. Un truc juste a été dit. Non. Alors, mais monsieur Jospin avait dit la même chose en 97. Oui. Et il est allé à Berlin, il a pris 2 claques, il est rentré à la maison. Continuer d'en parler, mais on va faire rentrer. Il faudrait que j'ai la voix qui porte un peu plus qu'Éric Zemmour. On va continuer d'en parler, mais on va faire rentrer un peu de féminisation de ce plateau, un peu de blondeur, un peu de douceur. C'est la chronique d'Alba Ventura. Bonsoir. Et oui, on est ravis d'être avec ces 4 garçons.
écoute, 4 garçons dans le vent, hein, femme, hein. Pas dans le vin. 4 garçons dans le vent et non pas dans le vin, oui. Alors, on commence tout de suite par aller faire un côté des petits... Un côté... Oh, joli. Un tour dans le vin VAIN, oui. Très bien. Un tour Très bien. du côté des petits députés socialistes. Pourquoi petits? Mais Non, oui, ils sont des députés socialistes. Alors, est-ce qu'il y a des socialistes qui soutiennent Benoît Hamon, en fait? Comme un seul homme, encore pas tout à fait. Enfin, je pense que c'est pas encore l'union sacrée derrière le candidat socialiste. Alors d'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu quand même une réunion un peu agitée, hein, semble-t-il, au groupe PS à l'Assemblée nationale, notamment les soutiens de Manuel Valls, même des proches d'Emmanuel Macron, qui se sont fait entendre. Et ils ont du mal, on le sent, à digérer, à s'engager, en tout cas dans la campagne. Il y a toujours des grincheux. Hein. Enfin, surtout, ils ont du mal à s'engager dans la campagne d'un ancien frondeur. Hein, ça, c'est... Et ce qu'ils ont reproché visiblement au président du groupe PS, qui s'appelle Olivier Faure, c'est d'organiser des réunions à l'Assemblée pour travailler à la campagne de Benoît Hamon. Alors ça leur est bien resté en travers de la gorge. Une attitude qui n'a pas plu à Olivier Faure, qui leur a adressé un courrier sur le mode « Si vous soutenez un autre candidat que Benoît Hamon, eh bien vous ne serez plus les bienvenus aux réunions de groupe qui vont se poursuivre après la fin de la session législative. » Ils n'ont pas aimé du tout parce que eux ont rappelé que les frondeurs, eux, ne se sont jamais fait virer. Session législative, ça finit aujourd'hui même, hein, en fait. Oui, hein, mais il y a des réunions de travail pour la campagne de Benoît Hamon. Je voulais vous demander d'ailleurs, Mathieu Hanotin, ça fait quoi d'avoir des frondeurs qui râlent tout le temps dans les pattes? Parce que vous avez été un frondeur. Mais, monsieur Potet, la différence, c'est que quand... moi, j'ai soutenu Martine Aubry à la primaire de 2011. Et à la primaire de 2011, quand nous avons perdu la primaire, nous avons loyalement soutenu, des fois avec moins de conviction, mais loyalement soutenu François Hollande. Parce que je pense que quand on accepte de jouer à un jeu, il faut respecter les règles du jeu, il faut être bon joueur. De la même manière que quand je vois ce matin, François de Rugy qui signe un document qui dit qu'il s'engage à respecter la salle de la primaire et qui, parce que le résultat ne lui convient pas, fait un pas de côté et dit qu'il va signer Emmanuel Macron. Moi, je vous dis, ces attitudes-là, elles font du mal à la politique parce que c'est des attitudes de mauvais joueurs, tout simplement. Vous avez fait pendant non, la différence... Non. Vous leur demandez d'avoir le doigt sur la couture du pantalon, là? Non, justement, c'est pas ça que l'on demande. Mais la grande différence, c'est que quand même, là, on parle d'un processus qui est un processus électoral dans lequel on décide de se réunir, d'être efficace face à la droite, à l'extrême droite, et c'est pour ça qu'on a conçu la primaire. Après, le processus législatif, excusez-moi, c'est différent. On est élu par le peuple et on a même, je dirais, un devoir constitutionnel de faire valoir nos convictions à l'Assemblée, de voter librement. Et on est élu pour ça. Depuis 2012, les députés voulaient conduire les mêmes qu'on a vu s'aligner sur Hollande. Ils écoutaient pas le peuple. Hein, Monsieur Corbière. Bah oui, mais oui, il a raison, il a pas raison parce que pour le coup, il parle à quelqu'un qui... Vous êtes 20. Non, il y avait 30. Attendez, il y avait 30 frondeurs, il y en a 10 de moins investis. 70% des députés que vous soutenez, c'est les mêmes qui ont soutenu Hollande. Si nous avions été 20, les Français, c'est pas des gogos. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Si nous avions été 20, je vous donne la vérité. Non, je vous donne un exemple très concret. Si nous avions été 20, le gouvernement n'aurait pas eu besoin du 49.3 pour faire adopter la loi travail. Il aurait eu une majorité. Nous étions par exemple beaucoup plus que 20. Il y avait au moins 120 députés qui ont signé... ils n'ont pas voté la motion de censure sur l'article. C'est vrai ce que vous dites? C'est génial. Pourquoi ils n'ont pas voté une motion de censure? Pour le coup, la motion de censure, il y en a 58 qui l'ont signée, j'en faisais partie. Oui, mais sur les 120, il y en a combien qui ont... 58. Parce qu'il fait chaud dans sa circonscription socialiste, les socialistes, ils étaient plus que 28. Donc sur les 120 courageux, il n'y en avait que même pas une trentaine, je vous l'accorde à 30, qui étaient capables... Putain, les mecs, bravo, hein. Parce qu'on aurait pu abroger la loi El Khomri. Attendez, on va pas reprendre. Non, on va pas reprendre. Alors, un gouvernement parce qu'on est en désaccord avec on va pas refaire le de la 5e République. Mais moi, vous l'aimez la 5e République, moi je veux passer en 6e. Ah bah d'accord. Mais vous aimez la 4e. Oui, mais nous, on va parler... Je vous ai coupé, j'adore. Ça fait 25 minutes. Alors, les petits candidats se rebiffent. Oui, c'est la fronde des petits candidats. Enfin, en tout cas, ils sont déjà 6, là, à vouloir passer à l'action. Alors, il y a Philippe Poutou, vous le connaissez, du NPA, Pierre Laroutourou, de Nouvelle Donne, Alexandre Jardin, de Bleu Blanc Zèbre, Charlotte Marchandise, de laprimaire.org, Oscar Temarou, le leader indépendantiste haïtien, et Christian Troidec, le chef de file des Bonnets Rouges. Alors, ils en ont marre, parce qu'ils se disent, on va pas pouvoir avoir nos parrainages. Bon, en même temps, on se demandait comment ils allaient pouvoir les avoir, mais les nouvelles règles ont changé, et donc ils donnent une conférence de presse demain pour dire que ce n'est plus possible. En 2 mots, je donne les nouvelles règles. Désormais, il y a l'intégralité des noms qui est publiée. Avant, on tirait au sort 500 noms de parrains. Là, il y aura tous les noms, et ces parrains doivent eux-mêmes envoyer leur parrainage au Conseil constitutionnel.
Ce qui n'est pas facile, oui. Parce qu'avant, voilà. Mais sur un avantage, c'est que ça évitera les sketchs qu'on a connus dans le passé, passez-moi l'expression. Oui, mais il peut y avoir il va avoir, il va pas avoir, etc. Et je trouve que ce marronnier de la vie politique française, qui est le recueil des parrainages dont d'aucuns, notamment à l'extrême droite, ont beaucoup joué pour se victimiser. Je trouve qu'il à votre aise, parce que ça ne vous concerne pas. Mais ils ont beaucoup joué, en même temps, ils avaient vraiment du mal à les avoir. Et Jacques Cheminade, il les a. Au moins, il y aura la vérité des prix. Au moins, là, il y aura la vérité des prix. Mais en même temps, ils avaient vraiment du mal à les avoir. Au moins, il y aura la vérité des prix. Au moins, ce sera sur un site internet. Jacques Cheminade a réussi à avoir 500 parrainages en avoir. Vous savez combien il y a de petits candidats? Je pense que Charles Pasqua n'a pas réussi à les avoir. Ça me sidère, moi. Est-ce que vous savez combien il y a de petits candidats? Tout petits candidats. Je sais pas, qu'est-ce qu'on appelle un petit candidat? Un petit candidat qui n'existe pas vraiment. Non, mais Nathalie Arthaud, Ramayad, Henri Guénaud, Michel Alliot-Marie. Ça, c'est des candidats, des non-candidats. Non, mais est-ce que vous savez combien il y en a? Je sais pas, mais moi je vais vous poser un problème. À moins que si vous considérez Jean-Luc Mélenchon comme étant un grand candidat ou un moyen candidat, c'est pas normal qu'on ait des difficultés. Nous, on y arrive, mais c'est pas normal. C'est pas normal quand on discute avec des maires, on nous dit moi je suis plutôt d'accord avec vous, mais mon président de communauté d'agglo, il me met la pression, j'ai peur. Ce n'est pas normal. Et moi je trouve que même ça va vers un durcissement, ce à quoi on a assisté dernièrement. C'est une pression qui est mise. Il y a des élus qui vous disent, moi, il y a des conseils municipaux alors, qui disent... Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la réponse? On change. Premièrement, nous, il faut arrêter ce présidentialisme, mais quand bien même, moi je serais pour, par exemple, que les élus puissent parrainer 2 candidats. Pour eux, ce serait une façon de dire, parrainage ne vaut pas soutien, mais vaut au moins le fait qu'on puisse aller présenter ses idées. Je vous dis... Et quand c'était le Front National qui disait ça, vous ne souteniez pas... Mais moi, j'ai jamais considéré, je vais vous dire, j'ai jamais considéré qu'on lutte contre le Front National en durcissant les règles de la démocratie, parce que ça se retourne contre l'inverse. Donc, voilà, moi, j'aime pas... On va y arriver, nous, mais je veux dire, c'est pas simple. Je trouve que plus de transparence, là, pour le coup, je trouve que ces nouvelles règles donnent plus de transparence et que ça apportera plutôt, à mon avis, de bonnes choses. Non, je voulais simplement vous dire qu'il y a un autre petit candidat qui s'appelle Nicolas Dupont-Aignan. Enfin, il fait 3%, c'est pas négligeable. Un Jadot, il fait un point de moins. Alors, il a quasiment, paraît-il, ses signatures. Mais alors, lui, il est très, très en colère contre TF1. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'est pas invité au débat qui aura lieu le 20 mars prochain sur TF1. Donc, il fait valoir, lui, que après tout, TF1 va organiser des débats de la primaire. Il me disait, quand on invite Poisson et Benamias, on peut m'inviter, merde. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Donc, il a saisi le CSA, il a lancé un appel au boycott de TF1. Il a fait un tweet hier soir, qui a fait un carton d'ailleurs. Et il menace même de faire une grève de la faim en bas de la tour de TF1. Et je vous demande, il n'est pas à 10%, évidemment. C'est pas comme vos candidats à vous. Mais est-ce qu'il doit figurer dans un débat télévisé, Dupont-Aignan? Moi, je pense sincèrement que c'est respectable. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça existe, cette droite gaulliste, souverainiste, et elle doit participer au débat. Et en plus, je trouve que bien souvent, il est pertinent. Oui. Voilà. Et je veux dire, franchement, ça relève le niveau. Donc, je ne comprends pas très bien. Je suis d'accord. Personne de qualité. Non, moi, c'est tout le problème de où vous mettez la limite à un moment donné. Donc, moi, je suis plutôt pour qu'on favorise l'expression de chacun. De toute façon, avec après une difficulté, c'est toujours pareil, mais les 500 parrainages sont aussi là pour ça, c'est que si on est 17 sur la ligne de départ à la fin, c'est quand même compliqué. Oui, mais c'est jamais le cas. Alors on ne reprend pas la discussion bon, Malek, maintenant. Malek, vous allez nous la donner, ouais. Merci Alba Ventura pour toutes ces infos. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Elle est signée Michel Onfray, il s'adressait à Éric Zemmour. On a les glandes qu'on peut. Moi, ma glande, c'est le cerveau. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez zen sur Paris Première. Natacha